Je te laisse tenter votre invité. Merci. Merci Madame la Présidente, et merci de votre invitation, et tout particulièrement félicitations à ceux qui sont là aujourd'hui, parce qu'on vient parler d'eux un peu de politique inquiète, c'est quand même un acte de courage qui mérite d'être tout à fait salué à l'honneur des membres de votre syndicat. Je m'appelle Pierre Victoria, j'ai été longtemps directeur du développement durable jusqu'à il y a quelques mois. J'ai également été administrateur du Conseil mondial de l'eau pendant 6 ans, et j'ai animé une association qui s'appelle le Cercle français de l'eau, qui est un lieu de réflexion et d'échange entre les professionnels de l'eau et les pouvoirs politiques, pour faire en sorte que les questions de l'eau soient à l'agenda des politiques, à la fois au niveau national, au niveau européen essentiellement, puisqu'on y reviendra peut-être, une grande partie de la politique européenne, l'eau est une grande politique européenne, et que la France, bien évidemment, dépend de la Commission européenne qui définit à la fois les normes de potabilité et les normes de rejet. Alors peut-être première question à la salle, et peut-être pour donner une vision globale et internationale à notre sujet ce soir, parce que c'est comme ça, en tous les cas, que d'après vous, combien de personnes n'ont pas accès à l'eau potable au niveau mondial? 20% de la population. Donc, 7 milliards d'habitants à peu près, donc ça ferait 1,4 milliard, c'est un ce que je dis. 2 milliards. 2 milliards. Ça dépend du moment où on était, je crois que c'est plus après avoir une production à 4 milliards. Plus de la moitié. En fait, c'est comme le fusil sur Moreno, ça dépend. C'est-à-dire que ça dépend de quoi on parle. Alors, si on prend, en prenant uniquement les chiffres des Nations Unies, si on dirait, les Nations Unies pourraient dire qu'à peu près il y a 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, mais quand on parle d'accès à l'eau potable, en l'occurrence, il s'agit simplement de personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller vers une eau salubre, non polluée par les déjections animales, qui se trouve à moins de 10 km de chez eux, dans les kilomètres, 20 km de chez eux. Donc c'est une norme quand même très. On n'est pas du tout dans ce qu'on peut penser de personnes qui ont un robinet chez eux. Si on réfléchit au nombre de personnes qui n'ont pas de robinet chez eux, il y en a à peu près entre 2,5 milliards et 3 milliards. Et puis si on posait la question en plus de ceux qui ont un robinet et de l'eau 7 jours sur 7, comme nous l'avons tous les uns et les autres, on serait sans doute plus proche du 4 milliards que du 2,5 milliards ou du 3 milliards. C'est ça pour donner. Donc, quand on parle d'accès à l'eau, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle tout simplement de la possibilité de se déplacer vers un puits, de ne pas trop polluer? Est-ce qu'on parle d'avoir un robinet chez soi? Est-ce qu'on appelle avoir de l'eau 7 jours sur 7? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, bien évidemment, et on le verra pendant tout notre débat, d'ailleurs, Fatima arrive juste à ce moment-là, lorsqu'on parlera de l'eau, on parlera aussi beaucoup de dépollution des eaux usées. Ce qu'on appelle maladroitement, à mon avis, d'ailleurs, la question de l'assainissement, puisque quand on parle d'assainissement, ça veut dire collecter les eaux usées et dépolluer les eaux usées. Et si on parle de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, on va aussi parler de gens qui n'ont pas accès à l'assainissement. Il n'y a pas du tout certains, à peu près 2,4 milliards qui n'ont aucun assainissement de base. Ça veut dire qu'il n'y a pas de système de collecte qui permet de sortir les eaux usées en dehors des eaux usées. On ne parle même pas de traitement. Donc c'est aussi, et on verra que la question de santé publique liée à l'eau est beaucoup liée justement à la question des eaux usées, à la collecte et à la dépollution de ces eaux. Et puis enfin, dernier point, juste pour savoir de quoi on parle, on verra aussi qu'on parle beaucoup, lorsqu'on parle d'eau et d'assainissement sur le plan international, on parle aussi beaucoup de toilettes. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 700 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des toilettes privées, ce qui, bien évidemment, est un sujet non seulement de sinon comme l'Inde en particulier, où ça a peur, mais c'est aussi, on sait très bien que c'est un grand frein aujourd'hui à la scolarisation dans un certain nombre de pays, et notamment des organisations des jeunes filles, de ne pas pouvoir avoir accès aux toilettes. D'ailleurs, le débat international sur l'assainissement est toujours très complexe, puisqu'on parle de sanitation, et sanitation, ça veut dire à la fois la collecte et la dépollution des eaux usées, et ça veut dire aussi l'accès aux toilettes publiques. Donc, pour ça aussi, il faut dire que les langues étrangères, quelquefois, créent un petit peu de confusion sur l'ensemble. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire, mais le sujet de l'eau, ce n'est pas que la question d'accès à l'eau, hein, puisque aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 milliard de personnes qui vivent dans des zones de stress hydrique, c'est-à-dire où on consomme plus d'eau que se renouvellent naturellement les nappes. Et on va bien évidemment voir, au cours de ce débat, que les incidents du changement climatique amènent non seulement des phénomènes extrêmes, accentuent le stress hydrique, accentuent aussi des phénomènes dangereux que sont les inondations, dans un contexte où la pression sur les ressources et les
ça, le développement. Donc il y a effectivement des conflits liés à l'eau. Il n'y a pas de guerre de l'eau. Dans les seuls qu'il y a eu, c'était en Mésopotamie, il y a je ne sais plus combien de siècles, mais il y a des pressions qui s'exacerbent aujourd'hui, parce que les tensions se font entre les différents usagers de l'eau, notamment les usagers domestiques, les usagers agricoles et les usagers industriels. On dira tout à l'heure que c'est un gros sujet, puisque l'eau, évidemment, n'est pas qu'un enjeu de santé publique, c'est un enjeu environnemental, on parlera sur la dévolution des industriels, mais que surtout, il faut de l'eau pour y faire. Il faut 3500 litres d'eau pour faire un kilo de riz, il faut 35 000 litres d'eau pour faire une voiture. Le débat sur cette empreinte eau, d'ailleurs, est absolument déterminant si on veut essayer de gérer comment l'eau peut être un lieu de partage et un lieu de vie. Donc, pour parler de tout ça, aujourd'hui, il y a M. Tardieu, qui est, M. Tardieu est directeur général de l'Office international de l'eau, et aussi, parce que j'y tiens beaucoup, parce que c'est très important, secrétaire du réseau international des organismes de bassin. Pourquoi on y tient beaucoup? Parce que la question de l'eau ne peut se réduire qu'à une seule aire géographique pertinente, qui sont les bassins. Et la France a la chance d'avoir, parce qu'elle a été la première, dans une loi de 1964, d'organiser l'ensemble de son territoire par bassin hydrographique, et non pas sur des critères politiques, mais sur des critères géographiques, ce qui est, à mon avis, fondamental. La France a la chance d'être reconnue comme la référence en matière d'organisme par bassin, et l'Office international de l'eau doit assurer cette responsabilité au niveau international. Monsieur Tardieu est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, parce que c'est comme ça que l'on dit aujourd'hui, et non plus des ponts et chaussées, ce qui veut dire aussi que la question de l'eau est devenue déterminante. Il est ancien élève de l'école polytechnique, aussi docteur en génie des procédés. C'est ça ce que j'ai vu sur Internet. Filtration par membrane des eaux usées. Voilà, exactement. Donc merci M. Tardieu d'être là. Et puis Fatima El Anani. Et donc Fatima est docteur en épidémie. Non? Non, en fait, je suis docteur en biochimie, en microbiologie et je suis virologiste de formation. En fait, j'ai fait un doctorat en virologie. Voilà. Voilà. Et Fatima est responsable d'études santé au SIAP. Qu'est-ce que c'est que le SIAP? C'est aussi une chose extrêmement importante, c'est le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne, puisque l'originalité de l'agglomération parisienne, c'est d'avoir créé un seul syndicat pour traiter l'ensemble de ces problèmes de décollègue, surtout de dépollution d'ailleurs. Des autres aussi. Éric Tardieu, je suis content. Alors, on va se tutoyer parce que d'abord, parce qu'on se connaît, parce que les gens de l'eau sont des gens qui se connaissent beaucoup. C'est une communauté qui, par définition, est amenée à dialoguer, à discuter, parce que l'eau en partage est un élément fondamental. Donc, tu permettras de continuer à se tutoyer, si vous voulez bien, pendant la soirée. Éric, je te donne la parole. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour cette introduction. Je vais moi-même commencer par présenter l'Office international de l'eau en quelques phrases, puisque nous sommes une association reconnue d'utilité publique française, qui fête ses 30 ans cette année, donc vous voyez, une certaine histoire, et dont les membres sont à la fois publics et privés. Donc dans les membres privés, nous avons l'honneur de compter Veolia, mais aussi Suez, la SOR, un certain nombre de bureaux d'études, de sociétés d'aménagement, et des partenaires publics, comme les agences de l'eau, les comités de bassin, l'AFD, l'OFD, ah oui, alors je commence à leur donner, donc l'Agence française de développement, l'Office français pour la biodiversité, un certain nombre d'acteurs publics français de cette là, ainsi que des partenaires internationaux qui participent, y compris à notre conseil d'administration. Et en ce moment, nous avons l'Observatoire du Sahara et du Sahel, l'Organisation pour la mise en valeur du Sénégal, sur laquelle je reviendrai dans un instant, puisque c'est l'un des exemples les plus connus d'organismes de bassin que Pierre évoquait à l'instant. Et puis le CEDEX, qui en gros est le centre d'études de recherche technique du ministère de l'équipement espagnol, l'équivalent du CEREMA chez nous. Donc, j'insiste un peu là-dessus pour montrer cette culture hybride qui est la nôtre, avec donc des partenariats en France, en Europe, à l'international, aussi bien avec des acteurs publics que des acteurs privés, autour de 4 grands métiers dont je vous cite juste les intitulés. La formation. Alors, j'en dis juste un mot, puisque la France est le pays européen doté du plus grand centre européen de formation au métier de l'eau, qui est le nôtre, nonobstant les belles installations que, y compris Veolia, possède par ailleurs. Nous formons 6 000 personnes chaque année.
Et en fait, il n'y a pas d'équivalent à l'échelle européenne. Les systèmes d'information sur l'eau, c'est notre deuxième métier. Je ne sais pas si on aura le temps de beaucoup en parler, mais on ne gère bien que ce qu'on connaît bien. Et dans le domaine de l'eau, des ressources en eau en particulier, il est extrêmement important d'être doté de systèmes d'information qui permettent de connaître et la ressource et ses usages. Et c'est l'un des enjeux récurrents, majeurs, massifs même, encore aujourd'hui chez nous en Europe, mais aussi dans d'autres régions du monde, que ce soit au niveau de villes, des échelles urbaines, ou au niveau de pays, voire de grandes régions. C'est le deuxième métier. Le troisième métier, c'est l'appui. On appelle ça l'appui chez nous, c'est-à-dire qu'on a une capacité à accompagner à peu près n'importe quel acteur dans le monde sur ces problèmes liés à l'eau. Et dernier métier, c'est l'animation de réseau, comme on l'appelle chez nous. Et c'est à ce titre que je suis secrétaire général du réseau international des organismes de bassin. Alors, un organisme de bassin au sens bassin hydrographique, n'est-ce pas? Je le rappelle parce que ça nous paraît évident, mais c'est-à-dire l'échelle naturelle où une goutte de pluie va se retrouver à la même hauteur. Donc, le bassin de la Loire, le bassin de la Garonne, le bassin de l'Amazone, le bassin du Congo, pour citer quelques exemples. Et comme Pierre l'a indiqué, c'est l'échelle naturelle, donc techniquement pertinente lorsqu'on veut parler de la ressource en eau, de sa connaissance et de sa répartition. Alors, je voudrais justement vous dire quelques éclairages justement sur les grands usages de l'eau à l'échelle internationale, avec quelques chiffres. Alors, les chiffres sont toujours plus ou moins fiables, contestés, varient, mais ça permet de se fixer les idées. Je voudrais qu'on regarde un petit peu plus près le cas des organismes de bassin transfrontaliers, c'est-à-dire des fleuves transfrontaliers. C'est peut-être un sujet un peu plus exotique pour vous, alors qui concerne la France, mais je dois dire, ou je dirais quand il y aura plus d'enregistrement que la France n'est pas forcément une excellente élève sur ces sujets. Oups, je l'ai dit, c'est pas enregistré. Et puis, on terminera sur quelques éléments liés au changement climatique. Pierre en a parlé un petit peu, mais c'est l'une des pressions, pas la seule, mais c'est l'une des pressions importantes que les gens de l'eau doivent apprendre à mieux connaître et à mieux gérer, y compris en France d'ailleurs, parce que on va peut-être vous convaincre que le changement climatique en matière d'eau en France, c'est un sujet qui n'est absolument pas anodin, et à l'échelle mondiale, encore moins. Alors, donc, l'eau, ce n'est pas seulement pour la boire, comme Pierre l'indiquait, c'est une ressource indispensable pour à peu près toutes les activités humaines et pour à peu près tous les écosystèmes. Donc, on a les usages humains, anthropiques, et la nature. Dans les usages humains, le premier consommateur mondial, c'est l'agriculture, qui a des besoins en matière d'irrigation. On dit que ça représente environ 70% de la consommation d'eau à l'échelle mondiale. Consommation d'eau agricole qui a augmenté, qui va continuer à augmenter, qui est évidemment très dépendante aussi de la démographie. Plus la population est importante, plus il faut des ressources alimentaires pour la nourrir et plus il faut d'eau pour produire ces ressources alimentaires. Irrigation, élevage. L'industrie, c'est également un usager de l'eau important, y compris l'hydroélectricité. C'est un usage qu'on met souvent à part parce que l'hydroélectricité, ce n'est pas vraiment un prélèvement, mais c'est néanmoins un usage qui a un impact important sur la disponibilité dans le temps de la ressource et un impact environnemental extrêmement important. Et c'est l'un des points, l'un des liens massifs entre les questions d'eau et les questions d'énergie. En France, l'hydroélectricité est très très développée. On a équipé à peu près tout notre système fluvial français. On donne des chiffres entre 95 et 80% de l'équipement. Et à chaque endroit où on pouvait mettre un barrage en France, on l'a mis, ce qui peut poser d'autres questions, encore une fois, écologiques, en matière de continuité écologique et notamment de remontée piscicole. Donc ça, c'est un sujet extrêmement sensible aujourd'hui pour un certain nombre d'acteurs, de défenseurs de l'environnement, mais aussi pour les politiques publiques qui évoluent beaucoup sur la prise en compte de ce sujet. Donc vous avez la France avec un potentiel qui n'est pas gigantesque, mais développé à peu près à 100%.
À l'opposé, vous avez le continent africain, avec là un potentiel hydroélectrique gigantesque. Alors j'emploie des mots un peu typés, hein, qui peuvent choquer peut-être les plus écolos, les plus verts parmi vous, mais bon, il faut que vous puissiez réagir avec vos sensibilités éventuelles. Mais donc potentiel extrêmement important avec le Nil, on n'en parlera pas trop, mais c'est le bassin qui suscite le plus d'articles et de médiatisation. Mais d'autres bassins comme le Congo, deuxième bassin du monde, a un potentiel hydroélectrique qui est très largement sous-exploité. On dit globalement que pour l'Afrique, le potentiel hydroélectrique est exploité à environ 10%. C'est-à-dire que par rapport aux capacités de construction de barrages, dans une logique purement hydroélectricien, évidemment, il y a d'autres logiques, mais dans une logique de pur hydroélectricien, il y a tout à faire, en gros, encore, en Afrique. Donc cet usage-là, il est vraiment essentiel et matérialise beaucoup la confluence entre les questions d'eau et les questions d'énergie. Il y en a une autre d'interface, notamment à l'échelle française, mais elle est moins importante à l'échelle mondiale, c'est évidemment l'industrie nucléaire. L'industrie nucléaire, alors on a tendance à ne pas dire qu'elle consomme de l'eau, mais qu'elle prélève de l'eau. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire a besoin d'eau pourquoi? Pour se refroidir. Donc en amont de la centrale, il y a un prélèvement d'eau, et il y a un rejet d'eau tout de suite en aval de la centrale. C'est-à-dire, c'est bon, tout va bien, on ne va pas s'en occuper. Sauf que ça pose, en résumant, deux questions. La question industrielle, c'est-à-dire que pour EDF, il faut être sûr qu'il y aura un début suffisant pour, en permanence, pouvoir refroidir le réacteur. Et jusqu'à présent, en France, ce n'était pas trop un sujet, et bien ça devient un sujet. Ça devient un sujet l'été. Avons-nous toujours, dans des cas de ralentissement, voire d'arrêt de centrale pour cause d'indisponibilité de la ressource en eau nécessaire au refroidissement? Ça, c'est une question qui va se démultiplier dans les années à venir en France. Je ne parle pas du Sahara, je parle de la France. Premier gros enjeu. Et le deuxième enjeu qui est un petit peu lié, c'est l'effet écologique. C'est-à-dire que certes, une centrale rejette l'eau tout de suite à l'aval, mais elle la rejette avec une température plus importante. Et ça n'est pas neutre écologiquement. Surtout l'été, surtout quand les débits ont diminué et que les poissons aussi ont chaud. Alors je dis tout ça avec des mots un peu rapides, mais c'est pour indiquer cet usage de l'eau pour l'industrie électrique. Je reviens sur un point en matière d'industrie. Alors les industriels ont besoin d'eau de process, en quantité, parfois pour refroidir, parfois pour nettoyer, etc. Ils ont beaucoup de capacité à faire beaucoup mieux, c'est-à-dire à consommer beaucoup moins d'eau. Et des entreprises comme Veolia ou d'autres ont justement des procédés pour économiser l'eau. Donc toutes ces technologies-là sont disponibles dans les pays développés et l'industrie, si je reviens sur le cas de la France, c'est probablement le secteur qui a fait le plus d'efforts et obtenu le plus de résultats depuis les années 70 jusqu'à maintenant, à la fois dans la réduction de ses consommations d'eau et, deuxième impact de l'industrie, dans la réduction de ses pollutions. L'industrie en matière d'eau, c'est aussi un facteur important de rejet polluant. Et là aussi, en Europe, dans les pays développés, il y a énormément de progrès qui ont été faits. Toutes les solutions technologiques existent. Si aujourd'hui, n'importe quel industriel, s'il y met le prix, il peut faire son usine avec de l'eau recirculée et avec zéro rejet. J'exagère un tout petit peu, peut-être, Pierre, mais c'est pour caricaturer. Mais évidemment, ces technologies-là sont un peu coûteuses, correspondent à des produits à valeur ajoutée, à des acheteurs à valeur ajoutée, ça ne correspond pas à la situation de l'industrie dans tout un tas de régions du monde. Et l'industrie, c'est un problème de pollution qui reste majeur dans bien des pays du monde. Le troisième usage, je ne le détaille pas parce que je crois que Pierre en a parlé et puis notre collègue en reparlera évidemment, c'est l'usage domestique. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'ensemble des usages, des pressions que j'ai évoquées se sont aggravées, se sont accrues dans les dernières décennies. Pourquoi? Parce que la population de la planète augmente. C'est un facteur basique, qu'on a tendance un peu à oublier, mais en matière d'eau, il y a une relation linéaire assez évidente sur la consommation domestique, sur la production
agricole, j'ai indiqué, mais aussi pour tous les nouveaux besoins de développement. Tous les produits industriels que nous consommons abondamment dans nos pays développés et qu'aspirent à consommer abondamment tous les citoyens de pays moins développés sont consommateurs d'eau. Et un troisième effet aussi qui a un impact, c'est la concentration urbaine. Une ville, c'est un concentré de problèmes en matière d'eau. Alors, on peut dire que c'est aussi un concentré d'opportunités en matière d'installation de traitement, mais une ville, pour être schématique à nouveau, concentre 3 types de problèmes d'eau. Il faut une disponibilité en eau suffisante pour une population qui est très concentrée. Hein, et généralement, il n'y a pas l'eau dans le sol de la ville, il n'y a plus l'eau dans le sol de la ville compte tenu des aires urbaines qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, une ville aujourd'hui, pour gérer son eau, elle doit garder beaucoup plus largement. C'est le cas de Paris. Hein. L'eau que vous buvez ici, elle vient de 100, 150, 200 km. Donc ça, c'est une question qui, du coup, renvoie aussi à l'approche par bassin. C'est-à-dire qu'une ville ne peut pas gérer son eau sans aujourd'hui relever un petit peu son regard et regarder ce qui se passe autour d'elle, y compris la production industrielle, y compris le bassin agricole, et un certain nombre de préservations nécessaires pour que sa ressource en eau soit garantie. Et l'exemple, on va dire, qui a défrayé la chronique il y a 2 ans, c'est la ville du Cap, en Afrique du Sud, hein, où le suspense a monté jusqu'au jour zéro, parce que les retenues qui étaient prévues se vidaient à la suite de plusieurs années de sécheresse. Une ville, c'est également un enjeu. Donc là, c'est la question de pas assez d'eau. Trop d'eau en ville, c'est aussi un problème très important. Les inondations. Hein, la gestion des inondations en ville, c'est un sujet majeur, extrêmement coûteux, parce que ça peut tout de suite produire des dégâts. Alors, des dégâts en vie humaine, bien entendu, mais il y a aussi des dégâts matériels. Et là, de la même façon, des inondations dans une ville, ça ne se gère pas dans la ville. Ça se gère largement ce qui se passe en amont. Et l'exemple de Paris aussi est également tout à fait pertinent, puisque ça fait plus de 100 ans maintenant, depuis la crise de 1910 et les ouvrages qui ont été décidés, qu'on gère les crues de Paris avec un certain nombre de grands lacs dits de Seine qui permettent d'atténuer les crues de la Seine. Le troisième impact que je voulais évoquer, comme je l'ai indiqué, c'est le changement climatique. Le changement climatique préoccupe beaucoup la communauté de l'eau, hein, depuis, c'est pas nouveau non plus, hein, depuis un certain nombre d'années. On dit en quelques chiffres que... Alors, le changement climatique en matière d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là aussi 3 choses. Ça veut dire une modification des moyennes. Donc, modification de la pluviométrie annuelle, modification du débit moyen d'une rivière, du niveau moyen d'une nappe, modification de la vitesse des vents, hein, et donc du coup des enjeux d'évapotranspiration en matière agricole. Voilà, donc, il y a tout un tas de moyennes qui sont modifiées. Deuxième conséquence, une augmentation des événements extrêmes, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y aura plus de tempêtes, plus d'inondations, plus de sécheresse. Et donc, ça peut être un peu paradoxal hein, pour le grand public, mais oui, le changement climatique va induire davantage d'inondations. Ce qui n'est pas contradictoire avec le fait que la pluviométrie annuelle va être modifiée, parce qu'en fait, les fréquences sont assez bouleversées. Et le troisième effet, qui est extrêmement compliqué pour tous les ingénieurs en matière d'eau, c'est le facteur d'incertitude. Hein, c'est-à-dire que là, on entre dans des perspectives climatiques en fait qu'on ne connaît pas. Et lorsqu'on est chez Veolia ou lorsqu'on dimensionne un barrage, ben, on aime bien connaître le niveau de la crue centenale, comme on dit, c'est-à-dire la crue qui a une probabilité de 1% de se produire chaque année. Et ben, toutes ces abacs-là, toutes ces courbes-là, elles sont devenues fausses. Donc quand vous voulez dimensionner un barrage, ben, c'est devenu très compliqué. Je raconte évidemment, encore une fois, simplifié, mais ce niveau d'incertitude est un sujet important pour l'ensemble de l'ingénierie de l'eau. Et pour citer donc quelques chiffres là, sur l'impact du changement climatique, à comparer à ce que Pierre évoquait tout à l'heure, l'ONU considère que le stress hydrique affecte 2 milliards de personnes. Aujourd'hui, hein, ça va augmenter. Les inondations, les sécheresses et les tempêtes ont été à l'origine de près de 90% des catastrophes naturelles, sauf aussi,
avec, entre 2009 et 2019, près de 80 milliards de dollars de pertes économiques. Donc ça fait 8 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, donc l'agriculture sur 10%, je vous l'ai dit, l'industrie, voilà. Je ne vais pas vous citer trop de chiffres. Les prélèvements d'eau, au final, pour redire ce que j'évoquais tout à l'heure, depuis 100 ans, depuis le début du XXe siècle, ont été multipliés par 6. Effet démographique, effet développement, et un peu maintenant effet changement climatique. Multiplication par 6. On dit que 1,6 milliard de personnes sont en pénurie d'eau. Alors, il y a différents seuils, stress hydrique, pénurie d'eau, enfin, je vous donnerai les sites pour tout ça, mais les chiffres sont assez parlants. Sur inondations et précipitations extrêmes, pour illustrer ce que je disais, par rapport aux années, par rapport à 1980, on considère, à l'échelle mondiale, toujours, que leur rythme a été multiplié par 4. 4 fois plus aujourd'hui d'inondations et de sécheresse qu'il y a 40 ans. Et on considère que depuis le début du XXIe siècle, 74%, les 3/4 des catastrophes naturelles, sont liées à l'eau. Donc, sujet pas du tout anodin. D'où l'importance, et ce sera mon dernier point, de mettre en place tout un ensemble d'outils pour gérer et mettre en dialogue, mettre en équilibre l'ensemble de ces usages de l'eau, puisque tous ces usages augmentent en même temps. La ressource, elle, est la même, la quantité d'eau, elle ne varie pas en fonction du nombre d'éléments. C'est la même, peu de choses près, depuis la fondation de la création de la Terre. Donc ça ne change pas beaucoup. Alors, on peut y avoir des transferts avec les fontes glaciaires, etc. Mais globalement, c'est l'un des sujets sur le mais aussi à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'une grande région. Et comme l'a dit quelqu'un, l'approche par bassin versant est effectivement une spécialité française depuis la loi de 1964. Alors on va dire un peu avec les Espagnols qui ont créé leur confédération géographique en 1912. Donc, quand ils sont dans la salle et que je dis ça, il y en a toujours qui lève le doigt pour dire non, on l'a fait le premier. Bon, ce n'est pas exactement le même mécanisme, mais effectivement, l'approche par bassin s'est beaucoup développée en France et aujourd'hui un pivot de la gestion des ressources en eau, puisqu'elle postule un certain nombre de principes. Le plus important étant qu'on régule les usages par leur impact sur le milieu. Donc, c'est ce qu'on va appeler le principe du pollueur-payeur ou du préleveur-payeur. Donc, vous, quand vous payez votre facture d'eau, vous avez 3 parties en fait. Vous payez votre eau potable, qui représente à 40%. Vous payez 40% de l'assainissement à ma voisine. Je vous expliquera quelle valeur en fait, sûrement. Et puis, à peu près, sur Paris, voilà. Et à l'échelle française, c'est à peu près ces chiffres-là. Et puis, il y a 20% de votre facture qui va à votre agence de l'eau. Alors, si vous êtes tous parisiens ou assimilés, vous payez donc votre redevance, c'est comme ça qu'elle s'appelle, à l'agence de l'eau Seine-Normandie, puisque Paris appartient au bassin de la Seine, qui est géré par l'agence de l'eau qui s'appelle Seine-Normandie, qui recouvre aussi les fleuves côtiers. Et cette agence de l'eau, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle collecte ses redevances, les vôtres, usagers domestiques, celles des agriculteurs, celles des industriels, celles des collectivités. Et ça lui fait un joli paquet d'argent, puisque l'ensemble des agences en France, c'est à peu près 2 milliards d'euros chaque année, qui sont collectés en redevances à l'échelle nationale. Donc, Seine-Normandie, comme c'est la plus grosse, ça doit plutôt être 500 ou 600 millions d'euros par an. J'avais plus le chiffre précis en tête. Il y a 6 agences de bassin en France. Et qu'est-ce qu'elle fait de cet argent? Alors, on regarde un petit peu pour son fonctionnement, mais surtout, elle va accorder des subventions sociales, par exemple, à des collectivités, à des agriculteurs, à des industriels pour améliorer leur gestion de l'eau, pour qu'ils consomment moins d'eau, pour qu'ils polluent moins.
Et donc, c'est une fiscalité écologique. Bon, vous voyez un mot un peu rapide, hein, un circuit court, qui nous paraît vertueux, parce que ce n'est pas le contribuable qui paye sans savoir, c'est le consommateur qui paye. Hein, alors, vous allez me dire, peut-être que tous les matins, vous ne demandez pas si vous devez fermer votre robinet pour payer moins de redevances, mais votre redevance, elle est aussi assise sur le nombre de mètres cubes consommés. Hein, donc, moins vous consommez, moins vous payez de redevances. Donc ça, c'est le système français très, très brièvement décrit. Il y aura peut-être des questions. Et cette approche-là, l'échelle naturelle du bassin, un organisme qui gère l'ensemble des ressources, idéalement avec une contribution financière assise sur l'eau pour améliorer la gestion et qui est doté évidemment d'outils de compétences techniques et de connaissances. Ça, c'est un système qui se généralise aujourd'hui à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, en Amérique latine, en Afrique, en Chine. On a un projet en Chine, les Chinois s'inspirent d'ailleurs sur pas mal de points du modèle français, et y compris pour le cas particulier des organismes de bassin transfrontaliers. Oui, parce que mon histoire est bien jolie, mais lorsque le bassin versant naturel correspond à un fleuve qui traverse plusieurs pays, la logique, si vous la menez au bout, eh ben, consiste à créer une structure qui est partagée par les pays. Alors, pour faire ça, il y a un peu de droit international, pas beaucoup, mais il y a 2 conventions internationales, une convention de 92 dite d'Helsinki, une convention de 97 dite de New York, la plus, pas efficace, mais la plus active, c'est celle d'Helsinki 92. Donc, un peu de droit international, et puis des volontés politiques dans un certain nombre de pays, ou pas. On cite 2 exemples opposés. Hein. Le bon exemple, le bon élève, c'est le fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal, dès les années 70, a réuni les 4 pays, au début, hein, pour gérer en commun la ressource. Ils ont créé l'organisme pour la mise en œuvre du Sénégal, et ils sont allés jusqu'à la propriété commune des barrages. Il y a plusieurs grands ouvrages, il y a des barrages qui sont la propriété commune des pays. Ce sont les ouvrages hydroélectriques, donc les recettes sont partagées entre les pays. Les présidents de la République, les ministres se réunissent régulièrement pour décider de tout ça. C'est évidemment une mécanique assez compliquée. À l'opposé, vous avez un bassin où ce type d'approche n'existe pas, ou ne fonctionne pas en tout cas, c'est le bassin du Nil, hein, le plus médiatique. Le bassin du Nil, vous avez le pays d'Amon, qui après avoir subi pendant plusieurs décennies quand même, hein, il y a une histoire un peu longue, hein, il faut prendre le temps, se dire pourquoi est-ce que moi je ne développerai pas mon économie et en profitant de mes ressources, et qui construit sans demander l'avis à personne, notamment pour le Laval, un très grand barrage, le fameux grand barrage de la Renaissance. Et l'absence de mécanisme fait que les débats tournent un petit peu en rond, que la politique s'en mêle, que la géopolitique s'en mêle, et qu'on est toujours à essayer de régler ce. Et donc ces sujets gagnent de l'importance à l'échelle internationale. Ils font même l'objet, et je ne parlerai pas là-dessus, d'un objectif de développement durable, puisque l'eau, c'est l'un des objectifs de la communauté internationale porté par l'ONU. Il y a un ODD, l'objectif de développement durable numéro 6, sur lequel on reviendra sûrement. Et il y en a une partie des indicateurs qui sont dédiés à cette gestion de la ressource, gestion intégrée des ressources en eau, c'est le vocabulaire technocratique qu'on emploie, y compris à l'échelle transfrontalière. Donc il y a le 6.5.1 et le 6.5.2, si ça vous intéresse d'aller regarder ça, qui correspondent à beaucoup des projets que nous suivons, et donc globalement au métier que je fais. Voilà, je pense que j'étais déjà trop long. Alors, juste 2 petits mots en complément, je veux bien comprendre ce que dit Éric, c'est que la France a vraiment été un précurseur dans la politique de l'eau, et reste une référence au niveau mondial. 1964, l'organisation dans le bassin, généralisée avec une double, quand même, chose très particulière en France, c'est d'une part, c'était effectivement le bassin hydrographique, et non pas la région politique. C'est vrai qu'en 1964 et 70, il a fallu quand même les agences se mettre en œuvre, il n'y avait pas de région en France. On est dans un pays extrêmement centralisé, on peut le dire. Et la deuxième chose, c'est qu'on collectait quand même des taxes sur un territoire. C'est que ce n'est pas l'État qui collectait les taxes, c'est directement les acteurs qui les collectaient et les reversaient. Ce qu'il faut dire aussi très honnêtement, c'est que depuis les années 70, le ministère de l'économie et des finances n'a qu'un seul objectif, c'est de récupérer ce système à son profit. On pourra y revenir tout à l'heure, mais c'est un combat politique majeur. La deuxième chose que je veux dire, c'est que si la France a été reconnue internationalement pour le précurseur des agences
et grâce à l'OIO de continuer à avoir ce rôle-là, aussi parce qu'il y a eu des entreprises, et j'en ai fait partie, qui ont été des opérateurs de services d'eau et d'assainissement, aussi parce que les collectivités territoriales ont plutôt bien géré les sujets d'eau et d'assainissement et ont toujours été, même par rapport à la politique européenne, en situation de jamais contester en tout cas les politiques européennes en matière d'eau et d'assainissement, et aussi d'ailleurs parce qu'il y a des ONG dans le domaine de l'eau française qui sont extrêmement importantes. C'est l'Action contre la faim, manifestement considérée au niveau international comme l'ONG la plus engagée de solidarité sur les questions d'accès à l'eau. Donc il faut savoir qu'il y a un entreprise français, le seul problème, il est un peu politique, donc on reviendra peut-être dans le débat, c'est est-ce qu'au niveau européen, là où ça se passe, la France est suffisamment présente pour garder son leadership. Personnellement, je ne suis pas du tout certain. Je vais donner la parole à Fatima pour bien comprendre que lorsqu'on parle de l'eau, sous ce terme d'eau, on parle bien, comme l'a dit Rick, de l'eau potable d'un côté et de l'assainissement, comme je disais tout à l'heure, c'est la collecte et la distribution des eaux usées. Comme l'a dit Rick, en gros, dans votre facture d'eau, vous payez à peu près la même chose aujourd'hui pour l'eau potable que pour la dépollution des eaux usées. Ce que les gens n'ont pas très bien compris d'ailleurs, puisqu'il y a eu une grande accélération depuis des années, en gros 1990-92, avec les directives résiduaires urbaines européennes, de la mise en place de ces systèmes de collecte et dépollution des eaux usées, et qui, bien évidemment, doit affronter des nouveaux défis sanitaires de toutes sortes, et que l'on a aussi bien vu, puisque à l'occasion du Covid, on a quand même plus parlé d'assainissement et d'eau usée que peut-être on n'en avait jamais parlé auparavant. Fatima, je te donne la parole. Merci beaucoup, Pierre. Moi, je vais être relativement succinct. Je crois que ce qui sera important, c'est l'échange et les questions que vous pourrez me poser. Moi, je ne suis pas une hydraulicienne de formation, je suis biologiste et c'est la raison pour laquelle, là où je travaille au CIAP, j'interviens plus particulièrement sur tout ce qui a une relation avec les risques sanitaires. Donc, risques sanitaires, vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre de maladies, mais aussi sur tout ce qui est en relation avec la santé de nos agents. Juste rappeler ce que c'est que le CIAP, Pierre, tu l'as fait tout à l'heure. Le CIAP, c'est un établissement public interdépartemental qui a fêté ses 50 ans en 2020. La gouvernance, c'est 33 conseillers départements qui sont issus des 4 départements anciennement départements d'Alsace et qui élisent un président qui vient d'être récemment élu. Le CIAP, c'est 6 usines sur l'ensemble du territoire francilien, 6 usines, 440 km de réseau et qui traitent 2,5 millions de mètres cubes d'eau par jour et des 9 millions de franciliens. Ça, c'est pour l'entité dans laquelle j'exerce mon activité professionnelle. Pierre m'a demandé d'intervenir sur un sujet qui est, à mon sens, un sujet essentiel, qui est la relation entre l'eau et la santé, donc l'apport de l'assainissement dans nos pays. L'apport de l'assainissement aujourd'hui en France, ce n'est pas le même apport que dans des pays, on dit des pays à revenus faibles. Ces pays-là, c'est notre situation il y a plus de 100 ans en France. Aujourd'hui, l'assainissement, c'est quoi? C'est il y a un certain nombre d'années, une centaine d'années, ça a permis notamment de réduire un certain nombre de pathologies. Il faut rappeler que vous avez tout à l'heure évoqué les eaux usées. Qu'est-ce que c'est? Les eaux usées, c'est une partie de domestique, c'est-à-dire les eaux qu'on retrouve à l'issue lorsque on tire la chasse d'eau. Donc ces eaux-là, elles sont constituées bien évidemment d'un certain nombre de mines, de matière fécale dans lequel on trouve un certain nombre de bactéries, de virus, de champignons, et donc qui peuvent apporter un certain nombre de pathologies. On reviendra sur le sujet Covid tout à l'heure, puisque justement, retrouver un certain nombre de particules virales de ce virus, de SARS-CoV-2, dans les eaux usées. Les eaux usées, donc c'est cette partie domestique, c'est aussi, et Pierre l'a rappelé tout à l'heure aussi, c'est aussi toute la partie industrielle. Et cette partie industrielle, elle apporte notamment dans les eaux usées des molécules qui sont des molécules qu'on retrouve dans nos pays occidentaux, qu'on ne retrouve pas aussi dans les pays qui sont, comme j'ai dit, moins industrialisés, qui sont des molécules qu'on appelle des molécules émergentes, des pesticides, des perturbateurs endocriniens, ce qui fait un peu le sujet d'un certain nombre de presse. Et donc, l'assainissement, comme je viens de le dire, c'est pas le même, il n'y a pas le même impact, que ce soit dans nos pays ou dans les pays qu'on dit des pays pauvres.
L'assainissement, c'est par exemple dans les pays à revenus faibles, parce qu'on dit les pays à revenus faibles, c'est plus de 400 000 personnes qui décèdent. Et dont la cause principale, c'est justement les mauvaises conditions d'assainissement. C'est quelque chose qui n'existe pas dans nos pays, mais qu'on peut retrouver dans ces pays-là. Bien évidemment, c'est souvent des pays beaucoup en Afrique et on a en Asie aussi, quelques pays en Asie. Et c'est là où on retrouve un certain nombre de projets de coopération qui sont beaucoup à viser d'améliorer l'assainissement, soit de l'améliorer, soit de le mettre en place, et justement pour améliorer les conditions d'hygiène des populations de ces pays et éviter justement d'être infectés par ces agents biologiques. Comme je le disais, les problématiques, elles ne sont pas les mêmes en matière d'assainissement. Je vais poser mes fiches parce qu'en général, elles ne servent pas à grand-chose. Elles ne sont pas les mêmes en matière d'assainissement et les traitements qui sont utilisés ne sont pas les mêmes en fonction des objectifs. Par exemple, dans nos pays, on a, et notamment tout à l'heure Pierre le rappelait, des directives, que sont par exemple la directive LADERU, qui visait justement à mettre en place un certain nombre d'indicateurs un certain nombre de normes un certain nombre de normes qu'il faut des normes de rejet. Voilà, des normes de rejet. Et donc, en fonction de ça, les traitements sont différents. Et comme vous le disiez tout à l'heure, M. Tardieu, les traitements sont différents et on peut, à l'heure actuelle, et notamment dans nos pays occidentaux, tout faire. Tout faire, mais en fait, il y a aussi un prix, à tout ça. On peut parler, par exemple, des perturbateurs endocriniens. On sait que quand on multiplie les traitements, quand on les superpose, on arrive à avoir en sortie d'usine de l'eau quasi potable. Cette eau traitée, elle peut, en fonction de l'usage qu'on peut en faire, y mettre les différents traitements. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez de manque de ressources d'eau. Et ça, il y a notamment des réglementations dans nos pays, réglementations qui visent à utiliser l'eau de sortie des usines en fonction d'un certain nombre de critères. Et en fonction des critères, les usages peuvent être différents. Et donc, tout ça nous permet en fait d'indiquer que en fonction de ce qu'on veut en faire de cette eau, en fonction de l'endroit où on est, les traitements sont différents et il s'agit de les adapter. Donc, le vrai sujet de l'assainissement dans nos pays occidentaux, il est celui-là. Le sujet de l'assainissement dans les autres pays, les pays à revenus faibles, en fait, il est plus un problème sanitaire et ça permet notamment à l'assainissement de diminuer la mortalité et notamment la mortalité infantile au niveau de ces différents pays. Donc, pour conclure, de la même façon que dans notre pays, les problématiques elles peuvent être différentes d'une région à l'autre. Par exemple, quand on est dans une région chère à Pierre, qui est la Bretagne, on sait qu'on a un certain nombre, des quantités relativement importantes d'engrais, et donc les traitements pour éliminer ces molécules sont complètement différents que dans d'autres régions. Et donc, il faut adapter les différents traitements d'assainissement aux différents usages et différentes origines des molécules qu'on souhaite éliminer. Voilà, je crois que je vais en arrêter là et surtout répondre à l'ensemble de vos questions. Juste rappeler que tout ce qu'on retrouve dans les eaux usées en matière de bactéries, de virus, c'est tout ce qu'on retrouve dans notre tractus, dans notre appareil digestif, et d'où la raison de bien traiter en fait ces eaux usées. Et justement, dans les pays, tout à l'heure vous l'avez signalé, les pays où il n'y a pas de toilettes, où on a la concomitance en fait de l'eau usée avec des sources d'eau plus ou moins potables. Et c'est à ce moment-là qu'on a justement des contaminations et qu'on a des taux de mortalité relativement importants dus à ce manque d'assainissement. Merci Fatima. D'ailleurs, l'absence, on dit souvent que l'absence d'eau potable est la première cause de mortalité et de morbidité au monde. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas l'eau potable. Parce que les gens, ils n'ont pas de soif. Ils boivent une eau complètement polluée parce que les eaux usées ne sortent pas des habitations et des forceries, ils ne sont pas éloignés des lieux. C'est en buvant cette eau polluée qui décèdent. C'est bien ça. L'enjeu, absolument, je voudrais dire, sans tout l'entendre, je ne sais pas, ce qui est intéressant, c'est que
Autrefois, chacun était un peu, je dirais, dans son couloir. C'est-à-dire que Éric il travaillait sur sa ressource en eau. Les gens de l'eau, en fait, ils prenaient une ressource disponible à partir duquel ils le traitaient pour la rendre potable. Puis, de plus en plus, on leur a dit il ne s'agit pas de la traiter seulement, il faut s'occuper de son évacuation. Donc, on a commencé par collecter les eaux usées, puis la dépolluer. Puis, aujourd'hui, on est engagé, parce que l'Union européenne l'a décidé, dans un programme de reconquête de l'état des lieux. C'est-à-dire que le jeu, c'est même plus uniquement de gérer les normes de rejet dans l'eau, c'est de veiller à ce qu'il y ait un retour de la faune et de la flore dans les milieux naturels. Donc, on est en train d'un bouleversement complet, en fait, des tâches des uns et des autres. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de gestion durable de l'eau, entre ce que fait Éric, ce que fait Fatima ou ce que fait un opérateur de l'eau, en fait, sont de plus en plus articulés et impliqués. Et ça, on le retrouve aussi dans la problématique internationale de l'accès à l'eau. En fait, en matière d'accès à l'eau, il y a eu un premier programme des Nations Unies qui s'appelait les engagements du millénaire, avec 8 engagements, dont un sous-engagement concernait l'eau et l'assainissement. Et d'ailleurs, simplement pour montrer l'enjeu, puisque c'est une édition très anglo-saxonne, mais si on avait atteint l'objectif qui était de diminuer de moitié les personnes qui n'avaient pas accès à l'eau et à l'assainissement entre 2000 et 2015, on aurait sauvé 1 million de personnes. On l'a défini en 272 millions de jours de scolarité gagnés sur la même période, 38 millions de dollars de bénéfices pour des communautés où les femmes seraient déchargées d'accorder d'eau et la population en bonne santé. C'est juste pour montrer l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas seulement sanitaire, il intègre un certain nombre d'éléments. Et puis, il y a eu ensuite, en 2015, les objectifs du développement durable, dont Éric vient de. C'est quoi les objectifs du développement durable? C'est tout simplement qu'on va fusionner à un moment donné les objectifs de lutte contre la pauvreté, ce qui était l'objet des problèmes d'accès à l'eau et l'assainissement, qui étaient dans les objectifs du millénaire de lutte contre la pauvreté, et les objectifs environnementaux, qui étaient liés à des sommets internationaux sur les problèmes environnementaux. On va en faire 17 objectifs du développement durable, dont l'un concerne l'accès à l'eau, avec l'objectif d'avoir un accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. Et dans cet objectif, on vous encourage vraiment à aller regarder Objectifs du développement durable sur Internet. Pourquoi? Parce que je pense que la France, moi j'ai travaillé dans un groupe international, puisque je ne faisait que 20% de son activité en France, où la question des objectifs du développement durable crée vraiment un guide de référence et de politique de l'ensemble des opérateurs publics et privés. On est très en retard en France parce qu'on n'a pas compris exactement de quoi il s'agissait. Donc je vous encourage à regarder, il y a 17 objectifs du développement durable. Sous ces objectifs, il y a des targets, des cibles et des indicateurs qui permettent de voir comment ça fonctionne. C'est extrêmement clair et c'est le guide de référence de ce qu'il faut faire dans le domaine pour lutter à la fois contre la pauvreté, protéger l'environnement et assurer la prospérité pour tous, puisque c'est les 3 objectifs qui sont indiqués. Et donc, dans cet objectif sur l'eau, on n'est plus du tout uniquement sur les questions d'accès, on est exactement sur les questions de gestion durable de l'eau, en faisant l'interaction entre la qualité de l'eau, la qualité des écosystèmes, la question des zones humides et les problèmes de l'accès à l'eau. Donc, c'est ça la vraie révolution d'aujourd'hui, c'est la structuration d'une gestion durable de l'eau. Pourquoi? Parce que nous sommes de toute façon dans un monde de ressources de plus en plus limitées, et que l'eau aussi fait partie de ces ressources limitées, malgré ce qu'a dit Éric, c'est qu'on a la même quantité d'eau d'aujourd'hui qu'on avait autrefois, et qu'on doit aujourd'hui la gérer autrement et efficacement. Alors, comment la gérer? Parce que pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup de débats, et surtout avec des débats, c'est-à-dire de gens qui étaient opposés au principe même à l'intervention d'un opérateur privé dans la gestion de l'eau. Donc, j'en ai fait beaucoup, un peu partout dans le monde. Et dans le fond, il y a toujours 3 sujets qui mènent dans le domaine de l'eau. Il y a est-ce qu'on va manquer d'eau, de l'eau? Est-ce que l'eau est pure? Et est-ce que le prix de l'eau, est-ce que l'eau a un prix? Et si oui, lequel? Voilà, 10 ans de vie de conférences et de débats m'amènent quelque part à raisonner les questions. Alors, allons-nous manquer d'eau? Oui et non, ça dépend de ce que les hommes vont en faire. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il faut à la fois travailler sur plusieurs leviers. Il y a la question de la sobriété, c'est-à-dire qu'on peut consommer moins d'eau, et donc être plus efficace dans l'usage de l'eau. Éric a dit tout à l'heure, l'agriculture, 60% de la consommation d'eau. Il est évident que mettre du goutte à goutte au lieu de sur l'irrigation agricole, ça fait quand même des sacrées économies. Donc il y a vraiment capacité à revoir la valeur de l'eau
hein, considéré quand même comme un produit de peu de valeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la transporte peu sur des longues distances, qui est le contraire de l'énergie. Mais par contre, on peut stocker. Et donc, c'est vraiment très, très, très important de jouer sur cette efficacité de l'eau et sur sa sobriété si on veut avancer. Deuxièmement, il faut qu'on travaille sur des nouvelles ressources. Parce qu'on peut trouver des nouvelles ressources. Je vais donner un exemple, par exemple, très simple, que j'ai vécu. On parlait du cas tout à l'heure, Veolia travaillait sur la ville de Durban. À Durban, on gérait les stations d'épuration de Durban. C'est un endroit où il y a un énorme stress hydrique pour des zones climatiques, de développement urbain de toutes sortes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Veolia a, avec la collectivité, décidé que les eaux usées n'allaient plus être rejetées en mer, ce ne sera pas la peine de faire des émissaires pour faire, mais qu'on allait l'utiliser pour des usages industriels dans une zone qui est en train de se développer. Et donc, sauf que Veolia voulait bien évidemment proposer sa solution, et la ville a dit, écoutez, on ne va pas faire comme ça, on va faire une joint venture à deux entre la ville et nous, on va se partager les bénéfices, moitié-moitié, puisque vous allez vendre de l'eau adaptée aux industriels, et nous, en plus, comme on a un township, c'est le deuxième township d'Afrique du Sud, on va en profiter pour faire de l'accès à l'eau et l'assainissement. Donc, c'est vraiment le système complètement intégré. Je veux dire, on va éviter des travaux en matière de ministère, on va récupérer l'eau et on va garder l'eau pour des usages domestiques. Donc, on peut avoir des ressources alternatives extrêmement fortes. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce cas, c'est que les eaux usées, et le fait qu'on développe des systèmes de collecte des eaux usées, permet de récupérer ces eaux usées pour en faire une nouvelle ressource. Et donc, plus à la fois on répond aux questions de santé publique et l'environnement, on répond en même temps à un sujet de développement, hein, puisqu'on va pouvoir réutiliser ces eaux, soit pour des usages agricoles, ce qui se fait dans beaucoup de pays du monde, en Israël, par exemple, c'est le pays phare en matière de migration, soit pour des utilisations industrielles, que j'ai dit soit pour des innovations pour l'utilisation domestique. Il y a 2 pays au monde où on boit de l'eau à partir de l'eau potable à partir des eaux usées. Il y en a une, c'est à Windhoek en Namibie, c'est le gars qui gère cette usine, et cela depuis 40 ou 50 ans, hein, c'est-à-dire que c'est la capitale de la Namibie est très très éloignée de cette ressource d'eau. On recycle les eaux usées, on boit les eaux usées, et l'autre c'est à Singapour, effectivement, Singapour boit aussi, et ça c'est pour des raisons d'indépendance hydrique par rapport aux autres voisins, boit également l'indépendance hydrique. Donc on peut l'utiliser comme une nouvelle chose. Il y a le débat sur les dessalements d'eau de mer, je ne reviens pas parce qu'il est complexe. Le dessalement d'eau de mer pose moins aujourd'hui de problème de coût, puisque les coûts ont beaucoup baissé. Il continue à avoir un problème de coût énergétique, puisqu'il est très consommateur d'énergie, donc il est très pertinent. Là, il y a une ressource énergétique forte en matière de géothermie, elle est moins ailleurs. Et puis surtout, n'a pas réglé son problème environnemental, c'est-à-dire le renvoi des sels dans la mer avec des problèmes de pollution qui se posent. Donc, cette solution qui apparaissait comme une grande solution de ressources alternatives, a plutôt perdu, me semble-t-il, en termes de pertinence par rapport à la question des eaux usées qui, elle, par contre, a émergé comme une vraie. Alors, donc, on n'est pas obligé de manquer d'eau si on joue sur tous les leviers. Deuxièmement, c'est est-ce que l'eau est pure? C'est là que je vais dire sur ce qui est aujourd'hui la réflexion de nouveaux retraités. C'est en fait, dans le fond, tu te rends compte à quel point l'eau était un sujet emprunté de symbolisme et que la difficulté qu'on a à avoir un débat sur l'eau, il y a beaucoup à la spiritualité, dans le fond, que chacun y met à travers la question de l'eau. On trouve dans toutes les religions, quelles qu'elles soient. Question que je posais tout à l'heure à quelqu'un, est-ce que l'eau du Gange est pure? Si vous le demandez aux bouddhistes, ils vont dire c'est l'eau la plus pure au monde, parce que c'est elle qui me purifie. Si vous demandez à quelqu'un qui s'intéresse à la qualité sociale, on va dire c'est l'eau la pire qui soit. Donc derrière le mot de pureté, vous voyez bien qu'on ne va pas y mettre tout à fait la même chose. Et ça, c'est très compliqué dans le débat sur l'eau. Et moi, je l'ai vécu dans des conférences, y compris aux Nations Unies, dans des lieux où on m'a expliqué qu'il était plus important que la communauté ait la maîtrise de son eau, même si elle était polluée, que de faire venir un agent extérieur à cette communauté pour rendre l'eau potable. Donc, on est sur des débats qui dépassent largement la question et qui renvoient à la question d'humanité. Bachelard, Gaston Bachelard a énormément écrit là-dessus. Il dit très clairement le pollueur est un profanateur dans la culture. C'est-à-dire, or, en fait, on rêve d'une planète où il y aurait de l'eau pure partout. Mais le problème, c'est que les activités humaines, par définition, elles dégradent. Ils ont besoin d'eau et ils la dégradent. Mais, dans le fond, il n'y a jamais eu d'acceptation de l'activité humaine puisse avoir un impact sur l'eau, tellement la symbolique de l'eau, à la fois au niveau religieux, par rapport à la question de la vie, etc., est tellement fort. Il n'y a pas un débat où on ne commence pas par dire l'eau, c'est la vie. Bon. Non, ça fait aussi la mort, parce que lorsqu'on s'en occupe.
Donc, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important. Et le troisième point, c'est la question du prix de l'eau. Est-ce qu'on donne une valeur à l'eau ou est-ce qu'on ne donne pas de valeur à l'eau? Et qui avait? Alors, il y a le débat sur eau commun, gratuité. Vous savez que c'est un sujet rémanent, mais on sait très bien aussi que là où l'eau est gratuite, généralement, elle est fortement dégradée, c'est moins qu'on puisse dire. Et payer l'eau, ça ne veut pas dire d'ailleurs nécessairement que tout le monde paye la même chose. C'est bien ça le débat. C'est faire en sorte que ceux qui ont, comme c'est un bien essentiel par définition, puissent ne pas payer l'eau la même chose que l'autre, mais il y a quand même une réticence profonde à l'idée qu'on paye l'eau, à la fois par méconnaissance de comment on fait pour avoir de l'eau potable, on pense qu'à l'eau potable et pas à l'assainissement. Évidemment, tous les traitements qui permettent de pomper, traiter par l'usine, d'aller dans votre château d'eau et de ramener chez vous sont complètement annihilés par le fait qu'on ouvre son robinet. Et puis, il y a effectivement cette harmonie qui fait qu'augmenter l'eau reste quelque chose d'extrêmement important. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si on veut rendre la gestion durable de l'eau, si on veut vraiment être capable de répondre aux besoins aujourd'hui humains, mais aussi aux besoins de développement et à la cohérence entre les différents bassins, et si on veut éviter les conflits qui s'annoncent entre les différents acteurs, il faut qu'on arrive à toucher l'opinion publique sur ces sujets autrement que la façon dont on va. D'ailleurs, il y avait un Pierre-Alain Roche, que vous connaissez bien, Tardieu, qui a été le directeur de l'agence de l'eau, ça a dit pendant longtemps. Les problèmes de l'eau sont trop sérieux pour être laissés aux ingénieurs, trop lourds pour être laissés aux seuls acteurs de l'eau, trop urgents pour être confiés aux poètes. Il y a une somme d'un livre qui s'appelle Pleine peur et plaisir de l'eau, et je trouve que c'est une très très belle phrase. N'empêche, je finirai quand même par vous dire une phrase d'un poème breton, parce que Breton me suit, qui dit à vivre l'eau, faire par aller loin. C'est en tous les cas ma propre condition, et je pense que c'est notre condition qui Je vous remercie. Nous allons mettre fin à cet enregistrement pour laisser la place au débat libre. Je vous remercie. Je remercie Fatima, Pierre et Eric. Et j'invite nos abonnés sur YouTube à regarder sur notre site web liberté et prospective.org ou .fr nos prochains événements. Merci à tous et à ceux qui sont présents en visio, comme à ceux qui sont présents dans la salle. C'est un artiste. Mais j'ai un engagement dans l'écologie politique depuis 30-35 ans. Disons que ça fait 10 ans que je me suis arrêté et j'ai fait différentes que j'ai eu en moi en vous écoutant. Et ce n'est pas personnel. Vous appartenez à un système qui m'appelle. Parce que nous, pauvres petits écologistes,